Ben, il faut se remettre dans le contexte de 1984, hein. Quand j'ai terminé, on était une très, très grosse cohorte. On était dans une période économique difficile. Il y avait un taux de chômage faramineux. Il n'y avait pas d'emploi pour les ingénieurs forestiers. Très, très difficile de trouver une job. Et puis les taux d'intérêt étaient, comment dire, au plafond, là, tu sais, quand on a une dette d'études à 18 d'intérêt, là, tu veux trouver de la job puis la rembourser au plus vite. Hein? Alors, j'ai commencé, j'avais travaillé comme étudiant à la direction de la recherche forestière. Ben, mon premier, après la fin de mes études, ça a été ça, une job d'étudiant parce qu'il n'y avait rien d'autre. J'ai continué jusqu'à la date fatidique du 30 septembre où il ne gardait plus d'étudiants après. Hein? Ensuite, je suis allé faire de la plantation d'arbres. Alors, des gens qui m'avaient dit non, on n'a pas besoin de toi parce que tu ne sais pas planter. Mais rendu à l'automne, il y avait besoin parce qu'il n'avait pas fini la job. Ben, moi, je suis allé planter. Tu sais. Puis, ça a été au printemps suivant que j'ai eu la chance de rentrer là, j'ai été engagé par Zoran Maïsen à la direction de la recherche pour un faramineux contrat de 6 mois. Hein. C'est le premier contrat. Mais j'ai jamais manqué d'autres contrats après, puis je suis devenu permanent plus tard. Puis j'ai commencé à la direction de la recherche, mais très rapidement, j'ai été transféré du côté de l'inventaire forestier sur un nouveau projet qui s'appelait l'inventaire écologique, puis le projet de classification écologique. Puis j'ai fait 20 ans de ma carrière là-dessus, 22 ans même. Hein? Puis ça a été un projet emballant, ça m'a permis d'aller partout au Québec, de diriger des équipes de techniciens, de professionnels. C'est vraiment très, très formateur pour moi. Puis c'est là-dedans que j'ai développé les compétences que je suis allé rendre comme chargé de cours par la suite. Là. Oui, moi, quand j'ai terminé le bac en 2008, il y a beaucoup de mes amis qui ont réussi à se placer là, tout de suite dans des emplois. Là. Il y avait de la place. Il y avait beaucoup de gens qui prenaient leur retraite. Fait qu'on était comme dans un processus un peu de renouvellement. Puis les ingénieurs forestiers qui partaient à la retraite étaient presque plus nombreux que ceux qui sortaient de l'école. Fait que mes collègues là, d'études là, ont réussi à se placer assez rapidement. Moi, j'ai décidé de poursuivre à la maîtrise. Fait que ça m'a pris un autre 2 ans avant d'arriver au bout de mes études. Puis quand je suis sortie, je regardais les offres d'emploi, tout ça, là, j'avais un contexte où il y avait quand même pas mal d'offres. Moi, j'avais fait une spécialité un petit peu en modélisation pour les réseaux d'art protégés. Puis j'avais envie de poursuivre sur cette question-là. Puis c'était des grosses années au niveau là, de la réflexion sur tout le réseau d'art protégé au Québec. Donc, j'ai été engagée pour cette question spécifique-là. J'ai travaillé pour le ministère de l'Environnement pendant 4 ou 5 ans, où j'ai contribué à développer un concept d'art protégé avec foresterie, qui n'existait pas au Québec et qui était une bonne idée, selon moi. On était 2 ingénieurs forestiers à travailler là-dessus au sein du ministère de l'Environnement. Mon père m'a dit qu'une bonne idée, il fallait rallier du monde, ça pouvait prendre du temps. Je me suis pas rendue jusqu'au bout de ce processus-là, mais maintenant, il est dans la loi. Donc, ça a pris une dizaine d'années avant que cette bonne idée-là chemine puis soit un nouvel outil pour la conservation au Québec. Il n'y a pas encore d'application de cet outil-là concrète, mais il y a des projets pilotes, c'est des choses qui rejoignent certaines préoccupations des communautés. Puis pour moi, je pense que j'y crois, puis je pense que c'est possible de faire une foresterie qui sert des objectifs de conservation. Donc ça, c'est ma première partie de mon travail. Quand je suis arrivée au bout de ce concept-là, j'ai décidé de revenir à ponctuer de quelques congés de maternité, le contexte. Je suis revenue à l'emploi et j'ai décidé de me rapprocher de la foresterie. Là, je trouvais qu'après un certain nombre d'années, j'avais envie de revenir à des questions plus fondamentales, plus forestières, plus au niveau de la gestion des ressources. Puis j'ai été engagée au bureau du forestier en chef pour faire des analyses d'impact sur les projets de territoire, de la façon dont ça affecte les approvisionnements forestiers. En 2013, quand j'ai terminé l'université, il y avait quand même un peu d'emploi, mais pas tant que ça. Puis, en fait, le contexte qui est arrivé, c'est que je me suis cassé un coude. Donc, j'ai pas pu, j'avais trouvé un emploi, mais il y avait malheureusement beaucoup de terrain, donc ça a été impossible pour moi de le prendre.
Donc, pendant l'été, pas d'emploi. C'est sûr que rendu à l'automne, plus difficile de se trouver un emploi. Mais j'ai quand même été engagée à l'ATUC pour m'occuper des travaux forestiers de scarifiage, en fait. Là. Donc, c'était tout un monde que je ne connaissais pas. Donc, la grosse industrie, j'avais une équipe à ma charge qui faisait de la pile mécanique. Donc, ça a été très nouveau pour moi, quand même très formateur. J'ai travaillé beaucoup parce que je partais de loin, puis quand des travailleurs forestiers d'un certain âge voient une petite fille sortant de l'université arriver pour leur donner des ordres, bien, c'était pas tout le temps, ça faisait pas toujours leur affaire, mais ça s'est très bien passé. J'ai appris à travailler avec les travailleurs, ça a super bien été. Mais tout ça m'a donné envie de poursuivre mes études. Donc, je suis revenue pour faire une maîtrise à l'Université Laval, une maîtrise que j'ai faite là, en collaboration avec Jean-Claude Ruel sur des questions là, de sylviculture du cèdre, ce qui m'a amenée à voyager à travers le Témiscamingue et l'Abitibi que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert des forêts extraordinaires que je pensais même pas qu'on avait ça au Québec. Donc, j'ai adoré ma maîtrise. Mais tout ça m'a mené finalement, étrangement, vers la forêt privée, où j'ai été engagée à l'Agence forestière des Bois-Francs, dans laquelle j'ai mené des projets de mobilisation des propriétaires forestiers sur les terres privées. Fait que encore là, j'ai appris à cette foresterie-là qui était complètement différente de ce que j'avais pu voir là, en forêt publique. Et j'ai adoré ça. Ce qui m'a mené à mon emploi actuel là, au service de la forêt privée là, au sein du ministère des Forêts. Est-ce qu'on a rencontré des difficultés au cours de la carrière? Certainement. On en a rencontré, puis les difficultés sont d'une certaine ampleur, puis plus tu avances dans ta carrière, hein, les petites difficultés, tu les gommes rapidement, et c'est les grosses qui apparaissent, là, puis qui deviennent importantes. Mais écoute, dès le départ, tu sais, as des difficultés. Moi, j'ai commencé à travailler en écologie forestière au sein de l'inventaire forestier, hein, qui était tourné vers l'inventaire des mètres cubes de bois. Puis là, on regardait, nous, les petites plantes, le sol, puis est-ce que ça peut avoir une influence sur la croissance des mètres cubes de bois? Puis il y avait beaucoup de personnes qui avaient travaillé sur le premier inventaire, le deuxième, étaient en train de faire le troisième. Puis il disait, ah non, non, vous ne nous apprendrez pas des nouvelles affaires, là, on ne changera pas ça avant que je prenne ma retraite. Donc là, on savait qu'on en avait pour 10 ans, là. Ben, on ne pouvait pas dire on attend 10 ans, il fallait faire avancer ça. Ça, c'est les premières difficultés, convaincre les gens. Puis c'est là que je me suis rendu compte qu'une bonne idée, puis je l'ai déjà dit à mes filles, une bonne idée dans l'appareil gouvernemental, hein, ça prend 5 ans avant que ça se mette en œuvre. OK? Une très, très bonne idée, là, ça prend 2 fois ça, ça prend 10 ans, parce que ça dérange plus de monde. Donc, un peu plus tard, au cours de la carrière, j'ai eu plusieurs idées, hein, pas pire, puis j'en ai eu des très bonnes qui ont pris beaucoup de temps. Mais je n'ai pas lâché. Alors, quel genre de difficultés? Oui, il y a certaines difficultés interpersonnelles, mais souvent, c'est la difficulté de convaincre les autorités qui disent « Ah, ça, c'est une nouvelle affaire. Est-ce qu'on a des budgets pour ça? Non, on n'en a pas. Est-ce que c'est vraiment important? » Puis c'est là qu'il faut aller chercher des alliés. Puis rapidement, j'ai trouvé que si quelqu'un en région, un collègue en région le disait à son sous-ministre, nous on le disait au nôtre, mais finalement les 2 sous-ministres s'en parlaient et disaient « Ah, ben moi aussi, les gens me disent c'est important ça. » Donc, il faut se trouver des alliés. Puis si on va chercher des alliés plus loin encore, dans l'industrie et tout ça, des gens qui rencontrent souvent les sous-ministres et les ministres plus souvent que les fonctionnaires eux-mêmes, bien là, l'idée arrive par en haut, puis elle rejoint celle qui essaye de percoler par le bas. Alors, c'est comme ça que tu rencontres, que tu, gommes graduellement les difficultés pour que ça devienne, entre guillemets, une évidence qu'il faut aller dans cette direction-là. Puis je pense que parmi les difficultés que le ministère a rencontrées, une difficulté d'image lors de, par exemple, de l'épisode de l'aurore boréale, bien, on est arrivé avec des solutions. Regardez, là, on est capable de faire une foresterie qui est adaptée au milieu. Puis ça fait des années qu'on vous le dit, mais là, ça a été comme un déclic qui nous a permis d'aller plus loin. Parce que là, on devenait un élément de solution pour répondre à ces insatisfactions-là de la société. Alors, c'est le genre de choses, il faut toujours être prêt à réagir, dire, moi, là, si je vois une petite opportunité pour faire avancer une bonne idée, je vais foncer dedans.
Les difficultés, je pense que ça fait effectivement partie du travail. Je pense que chaque corps d'emploi a ses difficultés. Comme par exemple en forêt privée, bon, on s'entend, il y a 134 000 propriétaires, il y a 134 000 façons de gérer sa forêt. Et je pense que c'est assez difficile pour une seule personne de dire « toi, tu vas faire ça comme ça ». Donc, un peu comme dit mon père, là, il y a des bonnes idées, puis c'est juste de s'assurer aussi de faire comprendre aux gens notre idée et de convaincre les gens là, d'embarquer avec nous pour réussir là, à finalement trouver la meilleure solution qui va peut-être rejoindre un maximum de personnes. Être une fille en foresterie, c'est pas une difficulté. Moi, en tout cas, je dois dire que on n'était pas beaucoup. Il y en a de plus en plus. Puis, franchement, je dois dire que la collaboration avec mes collègues masculins, avec mes collègues aux études, ça a toujours bien été. Puis, malgré le fait que des fois, je me dis, faut que je travaille un petit peu plus pour avoir l'air sérieuse, mais non, c'est pas le cas. Je suis prise au sérieux. J'ai des bonnes relations de travail, puis les filles sont vraiment les bienvenues dans ce domaine-là. Les obstacles, il y en existe partout. Moi, dans l'univers où je travaille maintenant, c'est un défi où on doit concilier une forêt qui pousse lentement avec des technologies numériques, des façons de travailler, des besoins sociaux qui évoluent plus rapidement. Donc, on doit toujours se garder là, vraiment à niveau pour essayer de suivre le tourbillon, puis pouvoir appliquer ces nouvelles technologies-là, intégrer des nouveaux enjeux à un domaine, c'est ça qui regarde évoluer la forêt à long terme. Est-ce qu'il y a eu des surprises pendant ma carrière? Il y en a eu beaucoup, mais je te dirais que moi, j'ai observé des choses en travaillant en inventaire écologique, en commençant à faire la classification qui m'ont amené, après, avec des lectures évidemment, à se dire il y a un lien à faire entre la classification et la croissance. Puis là, je suis allé parler de ça à la faculté avec quelques profs, puis il y en a qui, à ce moment-là, m'ont dit « Ah non, essaye pas ça, on a tout essayé, puis ça n'a pas marché, là, tu vas perdre ton temps là-dedans. » Tu sais, alors, j'ai quand même décidé de m'inscrire à la maîtrise pour travailler là-dessus, parce que je me suis dit, ça se peut pas, c'est pas parce que quelqu'un a échoué une fois que on a peut-être des meilleurs outils, on a peut-être des meilleures méthodes, puis on va peut-être arriver à quelque chose. Hein? Mais les surprises, c'est quand, une fois ma maîtrise terminée, j'ai été invité dans le Bas-Saint-Laurent à aller voir les résultats de ma maîtrise en forêt par des ingénieurs forestiers, des techniciens du Bas-Saint-Laurent. Il y avait M. Hong du fédéral qui était là. Puis là, tu rentres dans le bois, puis là, tu as des gens qui... Bon, ben, tu dis qu'ici, le site index devrait être à peu près ça, fonction du sol, puis tout ça. On va mesurer un arbre, prends la sonde, mesure la hauteur. Ouais, t'es pas pire. T'es dans la marge d'erreur de tes équations. Tu sais, là, on est confronté à la réalité. Puis la meilleure surprise, c'est quand Lévi Côté, à la fin de cette journée-là, Lévi Côté, c'était la première fois que je le rencontrais, il me dit « Jean-Pierre, là, tes affaires, c'est bon, j'achète, on va tout aménager notre forêt avec ça. » OK? Et il a été un très grand allié en région pour nous faire mousser ça, mais aussi un retour à la réalité. Hein? Parce qu'il prenait le téléphone et il me disait « Jean-Pierre, là, tu nous as montré des choses, là, la clé que tu nous as envoyée là, est un peu compliquée, essaye de la simplifier parce que c'est trop compliqué pour que je donne ça à mes techniciens. » Puis il m'a dit un jour, vous, là, les chercheurs, moi je ne me définissais pas encore comme un chercheur, hein, j'étais à l'inventaire forestier, je me trouvais très opérationnel. Vous cherchez toujours la perfection, mais dis-nous, on a besoin d'outils hein, perfectibles, mais on les veut maintenant. Alors là, ça a été le déclic. On va prêcher par l'exemple, on va l'essayer sur le terrain, puis on va l'améliorer par la suite, au lieu de le garder, puis de le percoler, puis de le peaufiner à l'intérieur pour qu'il devienne tellement spécifique là qu'il n'est pas applicable autour. Ça, c'est à Lévi Côté que je dois ça. Ma déception professionnelle, c'est un petit peu... la foresterie, c'est un domaine de territoire. On partage le territoire, on essaie d'harmoniser les usages. Puis la foresterie, on est perçu beaucoup comme on coupe la forêt
puis on la protège peut-être pas assez. Puis il y a la gang de ceux qui veulent la protéger, la conserver. Puis l'arrimage entre ces deux mondes-là est souvent difficile à cause de paradigmes différents. Puis pour moi, c'est une déception parce que souvent, on essaye de trouver des solutions ensemble, puis ça finit qu'on est remis chacun dans notre coin parce qu'on n'arrive pas à s'entendre. Donc ça, c'en est une. Est-ce que j'ai eu des déceptions pendant ma carrière? J'en ai sûrement eu, mais moi, je ne suis jamais resté sur une déception. Hein? Bon, ça, on a poussé, ça n'a pas marché. Comment? C'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Peut-être comment on peut se reprendre, puis qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on avait tellement de choses à faire qu'à un moment donné, tu mets le focus sur ce qui avance, puis tu dis ça, on va y revenir. Puis tu reviens plus tard, puis là, tu réussis à passer par-dessus. Donc, des grandes déceptions. Je vais te dire, peut-être une, c'est d'avoir pas assez communiqué formellement le travail qu'on faisait. Hein? Parce que j'étais dans une boîte à l'inventaire foncier extrêmement opérationnelle où, une fois qu'on avait réussi à convaincre un directeur général qui nous disait « vous appliquez ça, on change la façon de faire l'inventaire », bien, on n'écrivait pas pourquoi, sur la base de quelle on avait pris cette décision-là. Puis ça, c'est un reproche parce que les gens nous disent « bien, vous avez fait ça, mais on ne sait pas pourquoi ». Puis quand les gens ne savent pas pourquoi, ils ne peuvent pas dire ben il faudrait l'améliorer pour telle raison, ou ça ne répond plus aux besoins, ou comment dire, ils ne comprennent pas toujours pourquoi on est allé dans cette direction-là. Puis des fois, c'était des positions de compromis. Un compromis, il faut que tu l'expliques. En ce moment, on fait le compromis de. Ça, c'est vraiment d'avoir communiqué formellement. Puis on n'était pas toujours encouragé de le faire dans l'appareil gouvernemental où on était extrêmement opérationnel. Puis c'est dommage, parce que quand tu ne documentes pas, ben les autres sont obligés de refaire le même cheminement pour arriver au même point que toi. Alors que s'ils lisaient ton cheminement, ils pourraient décider qu'ils ne sont pas d'accord avec, puis le changer, mais ils sauveraient beaucoup de temps. Tu sais, c'est le genre de choses comme ça. Puis j'ai vu d'autres ministères qui sont très, très forts sur la communication, puis des fois, ils communiquent beaucoup avec peu de substance. Nous, on avait énormément de substance, puis pas le temps de la communiquer correctement. Puis c'est une des raisons peut-être qui m'a amené vers la gestion. Tu sais, tu te dis, bon, mais là, j'ai été, un professionnel longtemps, puis là, il y a des choses, peut-être que si j'étais gestionnaire, je pourrais faire avancer ça différemment puis un peu plus vite. Puis c'est là que j'ai fait le saut en gestion, là, en 2008. Si c'était à refaire, est-ce que je ferais autrement? Probablement, parce que les contextes dans lesquels on évolue ont changé. OK? Est-ce que je choisirais la foresterie? Indéniablement. Ça, je ne changerais pas. Est-ce que je ferais une maîtrise, un doctorat comme j'ai fait? Probablement. Mais je les ai faits en travaillant parce que mon cheminement m'a amené là. OK? Mais ça m'a permis de faire des maîtrises et des doctorats qui étaient liés directement à des applications pratiques. Hein? Après ça, par contre, ça m'a nui un peu parce qu'à un moment donné où j'aurais pu penser faire une carrière universitaire, ben, j'avais pas assez de publications universitaires. Hein? Parce que j'avais travaillé sur des choses pratiques avec des publications gouvernementales qui sont considérées comme de la littérature grise. Peut-être que je mettrais un peu plus d'emphase là-dedans, ce qui m'aurait permis ouvert d'autres portes. OK? J'ai pas manqué de portes, là, hein? Mais peut-être que ouvrir d'autres portes, ça aurait été une bonne chose. Si c'était à refaire, je pense que je choisirais quand même la foresterie, ça c'est sûr. Est-ce que j'aurais fait un cheminement un peu différent? Peut-être que oui, mais en même temps, je pense que chaque emploi que j'ai eu, chaque stage que j'ai fait même à l'université m'ont amené à faire certains choix que je ne regrette pas du tout maintenant l'endroit où je suis. Si c'est à refaire, je pense que je ferais les mêmes choix. Je suis vraiment fière d'avoir choisi cette profession-là. Je suis contente du domaine où je me suis spécialisée. Puis je sens que je peux faire la différence.